Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur C8 pour Voyage au bout de la nuit. Ce soir, nous reprenons la suite de l'île mystérieuse de Jules Verne. Sachez que ce roman écrit par ce géant et surtout ce génie de l'aventure est la suite de 20 milieux sous les mers. Nous avons découvert les 5 personnages principaux. Ils sont échoués sur une île qu'ils ont rebaptisée l'île de Lincoln. Nous sommes en pleine guerre de sécession. Et petit à petit, ils apprivoisent donc cette île. Deux des 5 personnages sont absents. Cyrus Smith et son fidèle serviteur Nab. Et nous venons à peine de les retrouver. Que va-t-il se passer? Nous sommes au chapitre 8 de la première partie du roman. N'hésitez pas à réagir avec moi, #VBN. Nab ne bougea pas. Le marin ne lui jeta qu'un mot. « Vivant !» s'écria-t-il. Nab ne répondit pas. Gédéon Spilett et Pencroff devinrent pâles. Harbert joignit les mains et demeura immobile. Mais il était évident que le pauvre nègre, absorbé dans sa douleur, n'avait ni vu ses compagnons, ni entendu les paroles du marin. Le reporter s'agenouilla près de ce corps sans mouvement et posa son oreille sur la poitrine de l'ingénieur, dont il entr'ouvrit les vêtements. 1 minute, 1 siècle s'écoula, pendant qu'il cherchait à surprendre quelques battements du cœur. Nab s'était redressé un peu et regardait sans voir. Le désespoir n'eût pu altérer davantage un visage d'homme. Nab était méconnaissable, épuisé par la fatigue, brisé par la douleur. Il croyait son maître mort. Gédéon Spilett, après une longue et attentive observation, se releva. « Il vit !» dit-il. Pencroff, à son tour, se mit à genoux près de Cyrus Smith. Son oreille saisit aussi quelques battements, et ses lèvres, quelques souffles qui s'échappaient des lèvres de l'intérieur. Harbert, sur un mot du reporter, s'élança au dehors pour chercher de l'eau. Il trouva à 100 pas de là un ruisseau limpide, évidemment très grossi par les pluies de la veille et qui filtrait à travers le sable. Mais rien pour mettre cette eau, pas une coquille dans cette dune. Le jeune garçon dut se contenter de tremper son mouchoir dans le ruisseau et il revint en courant vers la grotte. Heureusement, ce mouchoir imbibé suffit à Gédéon Spilett qui ne voulait qu'humecter les lèvres de l'ingénieur. Ces molécules d'eau fraîche produisirent un effet presque immédiat. Un soupir s'échappa de la poitrine de Cyrus Smith et il sembla même qu'il essayait de prononcer quelques paroles. « Nous le sauverons », dit le reporter. Nab avait repris espoir à ces paroles. Il déshabilla son maître afin de voir si le corps ne présentait pas quelques blessures. Ni la tête, ni le torse, ni les membres n'avaient de contusion, pas même d'écorchure. Chose surprenante puisque le corps de Cyrus Smith avait dû être roulé au milieu des roches. Les mains elles-mêmes étaient intactes et il était difficile d'expliquer comment l'ingénieur ne portait aucune trace des efforts qu'il avait dû faire pour franchir la ligne d'écueil. Mais l'explication de cette circonstance viendrait plus tard. Quand Cyrus Smith pourrait parler, il dirait ce qui s'était passé. Pour le moment, il s'agissait de le rappeler à la vie et il était probable que des frictions amenèrent ce résultat. C'est ce qui fut fait avec la vareuse du marin. L'ingénieur, réchauffé par ce rude massage, remua légèrement le bras et sa respiration commença à se rétablir d'une façon plus régulière. Il mourait d'épuisement. Et certes, sans l'arrivée du reporter et de ses compagnons, c'en était fait de Cyrus Smith. « Vous l'avez donc cru mort, votre maître ?» demanda le marin à Nab. « Oui, mort, » répondit Nab. « Et si Top ne vous eût pas trouvé, si vous n'étiez pas venu, j'aurais enterré mon maître et je serais mort près de lui. » On voit à quoi avait tenu la vie de Cyrus Smith. Nab raconta alors ce qui s'était passé. La veille, après avoir quitté les cheminées dès l'aube, il avait remonté la côte dans la direction du nord-nord et atteint la partie du littoral qu'il avait déjà visitée. Là, sans aucun espoir, il l'avouait,
Nab avait cherché sur le rivage, au milieu des roches, sur le sable, les plus légers indices qui puissent le guider. Il avait examiné surtout la partie de la grève que la haute mer ne recouvrait pas, car sur la lisière, le flux et le reflux devaient avoir effacé tout indice. Nab n'espérait plus retrouver son maître vivant. C'était la découverte d'un cadavre qu'il allait ainsi. Un cadavre qu'il voulait ensevelir de ses propres mains. Nab avait cherché longtemps. Ses efforts demeurèrent infructueux. Il ne semblait pas que cette côte déserte eût jamais été fréquentée par un être humain. Les coquillages, ceux que la mer ne pouvait atteindre et qui se rencontraient par millions au-delà du relais des marées, étaient intacts. Pas une coquille écrasée. Sur un espace de 200 à 300 yards, il n'existait pas trace d'un atterrissage, ni ancien, ni récent. Nab s'était donc décidé à remonter la côte pendant quelques milles. Il se pouvait que les courants eussent porté un corps sur quelques points plus éloignés, lorsqu'un cadavre flotte à peu de distance d'un rivage plat. Il est bien rare que le flot ne l'y rejette pas tôt ou tard. Nab le savait, et il voulait revoir son maître une dernière fois. Je longeai la côte pendant 2 milles encore. Je visitai toute la ligne des écueils à mer basse, toute la grève à mer haute, et je désespérais de rien trouver. Quand hier, vers 5 heures du soir, je remarquai sur le sable des empreintes de pas. « Des empreintes de pas ?» s'écria Pencroff. « Oui, » répondit Nab. « Et ces empreintes commençaient aux écueils même ?» demanda le reporter. « Non, » répondit Nab, « au relais de marée seulement, car entre les relais et les récifs, les autres avaient dû être effacés. »« Continue, Nab, » dit Gédéon Spilett. « Quand je vis ces empreintes, je devins comme fou, car elles étaient très reconnaissables et se dirigeaient vers les dunes. Je les suivis pendant un quart de mille, mais prenant garde de les effacer. 5 minutes après, comme la nuit se faisait, j'entendis les aboiements d'un chien. C'était Top, et Top me conduisit ici même, près de mon maître. Nab acheva son récit en disant quelle avait été sa douleur en retrouvant ce corps inanimé. Il avait essayé de surprendre en lui quelques restes de vie. Et maintenant qu'il l'avait retrouvé mort, il le voulait vivant. Tous ses efforts avaient été inutiles. Il n'avait plus qu'à rendre les derniers devoirs à celui qu'il aimait tant. Nab avait alors songé à ses compagnons. Ceux-ci voudraient sans doute revoir une dernière fois l'infortuné. Top était là. Ne pouvait-il s'en rapporter à la sagacité de ce fidèle animal? Nab prononça à plusieurs reprises le nom du reporter, celui des compagnons de l'ingénieur que Top connaissait le plus. Puis il lui montra le sud de la côte et le chien s'élança dans la direction qui lui était indiquée. On sait comment, guidé par un instinct que l'on peut regarder presque comme surnaturel, car l'animal n'avait jamais été aux cheminées. Top y arriva cependant. Les compagnons de Nab avaient écouté ce récit avec une extrême attention. Il y avait pour eux quelque chose d'inexplicable à ce que Cyrus Smith, après les efforts qu'il avait dû faire pour échapper au flot, en traversant les récifs, n'eut pas trace d'une égratignure. Et ce qui ne s'expliquait pas davantage, c'était que l'ingénieur eût pu gagner, à plus d'1 mille de la côte, cette grotte perdue au milieu des dunes. Ainsi, Nab, dit le reporter, ce n'est pas toi qui as transporté ton maître jusqu'à cette place? Non, ce n'est pas moi, répondit Nab. Il est bien évident que M. Smith y est venu seul, dit Pencroff. C'est évident, en effet, fit observer Gédéon Spilett, mais ce n'est pas croyable. On ne pourrait avoir l'explication de ce fait que dans la bouche de l'ingénieur. Il fallait pour cela attendre que la parole lui fût revenue. Heureusement, la vie reprenait déjà son cours. Les frictions avaient rétabli la circulation du sang. Cyrus Smith remua de nouveau les bras, puis la tête, et quelques mots incompréhensibles s'échappèrent encore une fois de ses lèvres. Nab, penché sur lui, l'appelait, mais l'ingénieur ne semblait pas entendre, et ses yeux étaient toujours fermés. La vie ne se révélait en lui que par le mouvement. Les sens n'y avaient encore aucune part.
Pencroff regretta bien de n'avoir pas de feu, ni de quoi s'en procurer, car il avait malheureusement oublié d'emporter le linge brûlé, qui l'eût facilement enflammé au choc de 2 cailloux. Quant aux poches de l'ingénieur, elles étaient absolument vides, sauf celle de son gilet, qui contenait sa montre. Il fallait donc transporter Cyrus Smith aux cheminées et le plus tôt possible. Ce fut l'avis de tous. Cependant, les soins qui furent prodigués à l'ingénieur devaient lui rendre la connaissance plus vite qu'on ne pouvait l'espérer. L'eau dont on humectait ses lèvres le ranimait peu à peu. Pencroff eut aussi l'idée de mêler à cette eau du jus de cette chair de tétras qu'il avait rapportée. Harbert, ayant couru jusqu'au rivage, en revint avec 2 grandes coquilles de bivalve. Le marin composa une sorte de mixture et l'introduisit entre les lèvres de l'ingénieur, qui parut humer avidement ce mélange. Ses yeux s'ouvrirent alors. Nab et le reporter s'étaient penchés sur lui. « Mon maître! Mon maître !» s'écria Nab. L'ingénieur l'entendit. Il reconnut Nab et Spilett, puis ses 2 autres compagnons, Harbert et le marin, et sa main pressa légèrement les leurs. Quelques mots s'échappèrent encore de sa bouche, mots qu'il avait déjà prononcés sans doute et qui indiquaient quelle pensée tourmentait même alors son esprit. Ces mots furent compris cette fois. « Île ou continent ?» murmura-t-il. « Ah !» s'écria Pencroff, qui ne put retenir cette exclamation. « De par tous les diables, nous nous en moquons bien, pourvu que vous viviez, monsieur Cyrus. Île ou continent, mais on verra plus tard. » L'ingénieur fit un léger signe affirmatif et parut s'endormir. On respecta ce sommeil et le reporter prit immédiatement ses dispositions pour que l'ingénieur fût transporté dans les meilleures conditions. Nab, Harbert et Pencroff quittèrent la grotte et se dirigèrent vers une autre dune couronnée de quelques arbres rachitiques. Et chemin faisant, le marin ne pouvait se retenir de répéter « Île ou continent, non mais songer à cela !» Quand on n'a plus que le souffle, quel homme! Arrivés au sommet de la dune, Pencroff et ses 2 compagnons, sans autre outil que leurs bras, dépouillèrent de ses principales branches un arbre assez malingre, sorte de pin maritime, émacié par les vents. Puis de ces branches on fit une litière qui, une fois recouverte de feuilles et d'herbes, permettait de transporter l'ingénieur. Ce fut l'affaire de 40 minutes environ, et il était 10 heures quand le marin Nab et Harbert revinrent auprès de Cyrus Smith, que Gédéon Spilett n'avait pas quitté. L'ingénieur se réveillait alors de ce sommeil, ou plutôt de cet assoupissement dans lequel on l'avait trouvé. La coloration revenait à ses joues, qui avaient eu jusqu'ici la pâleur de la mort. Il se releva un peu, regarda autour de lui, et sembla demander où il se trouvait. « Pouvez-vous m'entendre sans vous fatiguer, Cyrus ?» dit le reporter. « Oui, » répondit l'ingénieur. « Mon avis, dit alors le marin, que Monsieur Smith vous entendra encore mieux s'il revient à cette gelée de tétras. Car c'est du tétras, Monsieur Cyrus, ajouta-t-il, en lui présentant quelque peu cette gelée, à laquelle il mêla cette fois des parcelles de chair. Cyrus Smith mâcha ces morceaux du tétras, dont les restes furent partagés entre ses 3 compagnons qui souffraient de la faim et trouvèrent le déjeuner assez maigre. « Bon, » fit le marin, « les victuailles nous attendent aux cheminées, car, il est bon que vous le sachiez, Monsieur Cyrus, nous avons là-bas, dans le sud, une maison, avec chambre, lit et foyer, et dans l'office quelques douzaines d'oiseaux que notre Harbert appelle des couroucous. Votre litière est prête, et dès que vous vous en sortirez la force, nous vous transporterons à notre demeure. »« Merci, mon ami, » répondit l'ingénieur. « Encore 1 heure ou 2 et nous pourrons partir. Et maintenant, parlez, Spilett. » Le reporter fit alors le récit de ce qui s'était passé. Il raconta ces événements que devait ignorer Cyrus. La dernière chute du ballon, l'atterrissage sur cette terre inconnue qui semblait déserte, quelle qu'elle fût, soit une île, soit un continent. La découverte des cheminées, les recherches entreprises pour retrouver l'ingénieur, le dévouement de Nab, tout ce qu'on devait à l'intelligence du fidèle Top, etc. Mais
demanda Cyrus Smith d'une voix encore affaiblie. « Vous ne m'avez donc pas ramassé sur la grève ?»« Non, » répondit le reporter. « Et ce n'est pas vous qui m'avez rapporté dans cette grotte ?»« Non. »« Mais à quelle distance cette grotte est-elle donc des récifs ?»« À un demi-mille environ ?» répondit Pencroff. « Et si vous êtes étonné, monsieur Cyrus, nous ne sommes pas moins surpris nous-mêmes de vous voir en cet endroit. » En effet, répondit l'ingénieur, qui se ranimait peu à peu et prenait l'intérêt à ces détails. En effet, voilà qui est singulier. Mais, reprit le marin, pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé après que vous avez été emporté par le coup de mer ? Cyrus Smith rappela ses souvenirs. Il savait peu de choses. Le coup de mer l'avait arraché du filet de l'aérostat. Il s'enfonça d'abord à quelques brasses de profondeur. Revenu à la surface de la mer dans cette demi-obscurité, il sentit un être vivant s'agiter près de lui. C'était Top qui s'était précipité à son secours. En levant les yeux, il n'aperçut plus le ballon qui, délesté de son poids et de celui du chien, était reparti comme une flèche. Il se vit au milieu de ces flots courroucés, à une distance de la côte qui ne devait pas être inférieure à un demi-mille. Il tenta de lutter contre les lames en nageant avec vigueur. Top le soutenait par ses vêtements, mais un courant de foudre le saisit, le poussa vers le nord et, après une demi-heure d'effort, il coula, entraînant Top avec lui dans l'abîme. Depuis ce moment, jusqu'au moment où il venait de se retrouver dans les bras de ses amis, il n'avait plus souvenir de rien. Cependant, reprit Pencroff, il faut que vous ayez été lancé sur le rivage et que vous ayez eu la force de marcher jusqu'ici, puisque Nab a retrouvé les empreintes de vos pas. Oui, il le faut, répondit l'ingénieur en réfléchissant. Et vous n'avez pas vu trace d'être humain sur cette côte ? Pas trace, répondit le reporter. D'ailleurs, si par hasard quelques sauveurs se furent rencontrés là, juste à point, pourquoi vous aurait-il abandonné après vous avoir arraché au flot ? Vous avez raison, mon cher Spilett. Dis-moi, Nab, ajouta l'ingénieur en se tournant vers son serviteur. Ce n'est pas toi qui... Tu n'aurais pas eu un moment d'absence pendant lequel... Ah non, c'est absurde. Est-ce qu'il existe encore quelques-unes de ces empreintes ? Demanda Cyrus Smith. Oui, mon maître, répondit Nab. Tenez, à l'entrée, sur le revers même de cette dune, dans un endroit abrité du vent et de la pluie. Les autres ont été effacés par la tempête. Pencroff, répondit Cyrus Smith. Voulez-vous prendre mes souliers et voir s'ils s'appliquent absolument à ces empreintes ? Eh bien, nous découvrirons cela dans notre prochain voyage. À qui appartiennent ces empreintes ? Qui a sauvé Cyrus Smith des flots ? Eh bien, réponse dans l'île mystérieuse dès notre prochain rendez-vous littéraire ensemble. Merci d'avoir été avec nous. Vous pouvez réagir sur l'émission, vous le savez, #VBN. Et puis, les replays sont disponibles, les replays de tous les comédiens, sur le site de C8. Merci à toute l'équipe de la programmation et l'équipe de réalisation de Voyage au bout de la nuit. À très vite et je vous souhaite une très belle fin de nuit sur C8.